On va commencer avec vous, Flavie. L'objectif, et lorsque nous avons préparé cette table ronde, il a été de dire, bon, entre ce qui est prévu et ce qu'on rencontre sur le terrain, quel est l'écart? Alors, vous avez toutes et tous, ici, toutes, eu des travaux de recherche, que vous continuez d'ailleurs, hein, pour vous notamment sur Rennes-Bordeaux, pour Annette et Christine, Lille-Bruxelles. L'objectif est de ne pas être totalement, évidemment, déconnecté de cette recherche fondamentale menée en continu au long des mois. Mais l'objectif est vraiment que l'on fasse se rencontrer aujourd'hui la pratique, la recherche, les perspectives et les constats de situation. Et le constat de situation, on va le commencer avec vous, Flavie, avant d'aller en direction ensuite de Patricia Lejoux pour zoomer un peu sur le territoire de Lyon Métropole, voir les limites, et revenir ensuite en direction, eh bien, comme je le disais, de Christine et d'Annette pour voir les deux grandes limites qui seront évoquées. Et puis, évidemment, on verra avec nos amis de Kickmaker et avec Olivier comment se fait cet accompagnement au quotidien. J'ai déjà été trop long. Flavie, merci d'être des nôtres. La parole est à vous. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de démarrer, d'introduire cette table ronde. Je vais ce matin m'appuyer sur les premiers résultats d'un projet de recherche qu'on mène avec deux autres enseignants-chercheurs du Lab Urba et puis aussi deux agences, Alphaville et le Sens de la Ville. Ce projet de recherche, il vise à répondre à plusieurs questions. D'abord, quelles sont les dynamiques de localisation des activités productives? Et puis, comment est-ce que les acteurs publics et leurs partenaires appréhendent les problématiques de localisation de ces activités? Qu'est-ce qu'ils conçoivent et qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre comme outils, comme levier pour favoriser le retour ou le maintien de ces activités en ville? Donc pour mener à bien ce projet, on travaille en effet, comme on l'a dit, sur Rennes et Bordeaux de manière approfondie, mais on met aussi en perspective ces cas avec trois autres villes, Vienne, Berlin et Turin. Au-delà de ces cas d'études, ce qu'on observe, c'est une prise en compte croissante dans l'action publique des problématiques de localisation des activités productives, notamment sous l'effet du ZAN. Donc, pour commencer, d'abord, peut-être on peut se demander tout simplement qu'est-ce que la ville productive? Ça recouvre d'abord des activités qui sont très différentes, des activités de production, de fabrication, de réparation, mais aussi d'autres activités qui viennent en support de celles-ci, comme des activités de logistique, de commerce de gros, de stockage de matériaux, etc. Donc plus concrètement, c'est une partie de l'artisanat d'art à l'artisanat du BTP par exemple, de la petite industrie, des activités de réparation ou de maintenance, de la logistique urbaine. On trouve aussi des activités dans le champ de l'économie circulaire, activités qui se caractérisent par leur hybridation, parce qu'avec ces activités-là, on a à la fois des activités de récupération, de transformation, mais aussi de vente. Donc ça pose la question des locaux d'activité. Et toutes ces activités, donc très différentes, ont aussi des besoins différents en immobilier. On va de la petite cellule d'activité d'une vingtaine de mètres carrés à des entrepôts de plusieurs centaines de mètres carrés en zone d'activité. Tous les acteurs de ces activités n'ont pas les mêmes moyens à mettre en œuvre dans leur immobilier. Ils n'ont pas non plus les mêmes stratégies. On pense par exemple aux stratégies patrimoniales des artisans du BTP que ne vont pas avoir les acteurs de l'économie circulaire, par exemple, au moins au démarrage de leur activité. Et puis, ils n'ont pas les mêmes logiques, ils n'ont pas les mêmes besoins en matière d'implantation. Certains vont privilégier la proximité avec le bassin d'emploi, d'autres avec des aménités urbaines, avec des infrastructures routières. Ce qu'on observe, c'est que finalement, ces activités, elles ne sont pas si mobiles que ça. Les sites sur lesquels ces activités s'implantent sont aussi très différents.
On relève, nous, dans notre enquête, voilà, un espace de coworking d'artisans en plein centre-ville à Bordeaux. On voit aussi des activités dans le diffus, en zone d'activité, etc. Donc au final, la ville productive, entre guillemets, là, correspond à une diversité de situations et d'activités dont les réalités, les contraintes, mais aussi les dynamiques sont multiples. Et les acteurs qu'on a rencontrés le signifient à travers une définition assez variable de la ville et des activités productives, une définition qui varie d'un territoire à l'autre, mais aussi d'un acteur à l'autre au sein d'un même territoire, selon les projets d'aménagement ou selon les outils qu'ils mobilisent pour favoriser une catégorie d'activité plutôt qu'une autre. Car on ne rêve pas, pour reprendre le titre de cette table ronde, on ne rêve pas de n'importe quelle activité productive dans n'importe quel espace de la ville. Et ce n'est pas nouveau. Depuis le XVIIIe siècle, les usines ont toujours été préférées en marge des villes. Si elles se sont ensuite retrouvées intégrées au tissu urbain, c'est par le développement des faubourgs ou des banlieues. Aujourd'hui, elles se situent plus ou moins en marge selon le développement urbain des territoires. Et cette localisation plus ou moins en marge, elle n'est pas contestée par les acteurs qu'on rencontre. Parce que ces usines, elles produisent des nuisances qui constituent une réalité difficile à rendre compatible avec des usages résidentiels, par exemple. Et cette localisation en marge et qui convient plutôt bien finalement, on la retrouve avec les activités de logistique. Alors, parmi ce grand terme de logistique, pour ce qui est du productif, on va trouver le commerce de gros, les espaces, les activités de stockage aussi, qui sont des activités qui produisent des nuisances, mais qui sont aussi très consommatrices de foncier. Et donc leur implantation en centre urbain est difficilement rêvée. Par contre, il en va différemment de l'artisanat, qui recouvre des activités comme les activités de réparation ou de maintenance, qui historiquement ont fait partie de la vie urbaine et de la ville dense. Elles ont des dynamiques de localisation qui sont différentes des activités industrielles. Ce sont des activités qui sont plutôt souhaitées aujourd'hui dans la ville dense. Certains artisans voudraient s'y maintenir, mais résistent mal face à la pression foncière et puis aussi face aux contraintes propres aux centres urbains aujourd'hui, où est favorisée la piétonisation, les mobilités douces, etc., qui est un environnement difficilement compatible parfois avec des activités qui nécessitent du stationnement, un flux de circulation aisé, etc. On peut aussi évoquer les activités productives du champ de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc les activités de l'économie circulaire. Certaines d'entre elles, comme les ressourceries par exemple, font partie des activités que les acteurs souhaitent voir en centre urbain dense. Ce sont des activités qui sont accompagnées dans ce sens. Mais dans le champ de l'économie circulaire, on a aussi des entreprises plus importantes comme Envie, par exemple, qui récupère et répare de l'électroménager. Envie, c'est des flux de circulation assez importants, un besoin en locaux, en foncier, important aussi. Et là, l'implantation d'une entreprise comme celle-ci en centre urbain, elle est moins évidente que celle d'une ressourcerie. Donc en somme, ce qu'on observe, c'est une ville productive parfois en décalage avec la réalité. Des activités productives, oui, mais sans nuisance, sans flux de circulation, sans être trop consommatrice de foncier, etc. Pour autant, le constat de l'éviction de certaines activités et puis aussi la raréfaction du foncier, le fait que les collectivités ont de plus en plus de mal à répondre aux demandes de foncier ou de locaux des entreprises, concourent à la prise en compte des activités productives et de leurs problématiques dans l'action publique. Ce qui participe aussi de la prise en compte de ces problématiques, c'est d'autres éléments de contexte.
On peut citer l'enjeu socio-économique, politique aussi du maintien de l'emploi industriel, la mixité fonctionnelle dans certains espaces urbains, la proximité avec le bassin d'emploi, la raréfaction du foncier, le ZAN, le développement de stratégies en faveur de l'économie circulaire aussi. Tout ça participe de cette prise en compte croissante des activités productives dans l'action publique. Pour autant, cette prise en compte, elle n'aboutit pas à une action publique structurée en direction des activités productives. Ce qu'on observe, c'est plutôt une myriade d'outils, de leviers qui sont en réflexion ou déjà mis en œuvre, qui se combinent entre eux, qui ciblent des activités différentes, qui mettent ensemble des acteurs de l'aménagement comme du développement économique. Ces outils-là, ils interviennent au plan réglementaire, foncier, juridique. Ils répondent à la fois aux contraintes des acteurs, des activités de production, de fabrication, de réparation. Donc, eux, leur contrainte, c'est accéder à du foncier et à des locaux qui répondent à leurs besoins, à leurs critères, à leur logique d'implantation, à un prix accessible. Mais ces outils-là, ils répondent aussi aux contraintes des acteurs de l'aménagement, à savoir raréfaction du foncier, nouvelles réglementations relatives aux ZAN. Dans le cadre de notre projet de recherche, on a établi une... On va doucement arriver vers... Oui, c'est parfait. On est synchro. C'est tout à fait prévu, le temps est maîtrisé. Donc, dans notre projet de recherche, on a établi une typologie d'outils, de leviers en fonction des objectifs. Donc, je ne vais pas rentrer ce matin dans le détail de cette typologie, mais par contre, je voulais m'arrêter juste sur la question des zones d'activité, puisque ces zones d'activité, elles concentrent aujourd'hui l'attention des acteurs publics et privés. Et surtout, ce qui est intéressant au regard de notre typologie de dispositif, c'est qu'elles combinent différents leviers entre eux. Donc, par exemple, on a l'outil, la veille, puisque la mutation de ces zones d'activité est observée de près. Ce qu'on relève aussi, c'est des logiques d'achat de foncier, non pas dans le cadre d'une stratégie foncière bien formalisée, mais plutôt dans une logique opportuniste, donc achat de foncier via la préemption ou des processus d'expropriation. Ces achats de foncier, ils donnent lieu ensuite à, par exemple, des conventions d'occupation temporaire, en attendant des projets plus pérennes. Et puis des opérations de requalification de zones d'activité. Donc c'est le cas à Rennes, par exemple, avec la zone d'activité de la Jeannet, où Stellantis a cédé une partie de son foncier à Rennes Métropole, qui a tout un projet sur cette zone de pôle d'excellence industrielle, qui cible d'ailleurs deux secteurs d'activité dans le champ des matériaux de construction et des mobilités. Et ce ciblage est précisé dans le cadre d'une OAP. Avec les zones d'activité aussi font l'objet d'une attention particulière parce que leurs potentiels d'optimisation spatiale sont étudiés, soit au sein des collectivités, soit au sein d'agences d'urbanisme. Et par contre, ce qu'on relève sur ce plan, c'est que des opérations de densification de zones d'activité, on n'en trouve pas encore beaucoup de mise en œuvre. On assiste plutôt à des actions ponctuelles et parfois même un petit peu bricolées au sein des collectivités. Donc, par exemple, à Rennes Métropole, on a eu l'exemple d'une entreprise qui était propriétaire de son foncier dans une zone d'activité, qui voulait aller dans une autre, et Rennes Métropole a conditionné la vente de la nouvelle parcelle à la densification de l'ancienne. Mais ça se fait dans le cadre d'une convention qui est plutôt d'ordre moral entre la collectivité et l'entreprise, et donc ça soulève la question d'une nécessaire ingénierie un peu plus forte pour mener à bien ce type de projet. Ingénierie au plan humain, avec des personnes capables de dialoguer avec les entreprises, avec les acteurs des collectivités, avec le monde de l'aménagement comme celui du développement économique, et puis une ingénierie sur les outils juridiques, fonciers, etc. Donc je m'arrête là. Voilà, les messages qu'on voulait transmettre aujourd'hui, c'était attention, la ville productive, ça recouvre des activités et des situations très différentes, des manières d'appréhender leurs problématiques de localisation qui sont diverses,
mais une prise en compte bien réelle, croissante de ces problématiques dans l'action publique, et puis quand même une ambivalence dans le sens où des activités productives, oui, mais propres, peu consommatrices de foncier, etc. C'est ça. Pour reprendre l'expression d'un certain Allais, il faudrait construire les villes à la campagne, l'air y est plus pur, de la même manière qu'il faudrait des entreprises, ou en tout cas des usines en ville, à partir du moment où il n'y a aucune externalité négative. L'ambivalence, la diversité des situations, des politiques quelquefois disparates, ou en tout cas éparpillées, et en même temps des collectivités en première ligne, des contraintes et l'émergence d'opportunités, mais surtout d'éléments de l'équation de plus en plus nombreux, donc équations souvent de plus en plus difficiles à résoudre, et en même temps la nécessité de coopération et de politique publique claire, y compris au niveau local. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec vous, Patricia Lejoux. Vous êtes chargée de recherche. Certains disent le LAET, mais on va quand même détailler le laboratoire aménagement économique transport CNRS, ENTPE et Université Lyon 2. On va être beaucoup sur le territoire de la métropole lyonnaise. On avait découvert d'ailleurs cette métropole lyonnaise sous ce prisme de la ville productive, et notamment avec l'émergence de cet intitulé revendiqué par les élus de la métropole de Lyon, qui était la métropole fabricante. Vous allez nous en dire plus. Et on s'acheminera, je crois, vers peut-être aussi quelles sont les limites de ce qui fait que ça se passe bien ou qui fait que ça ne se passe pas assez vite. Là, on va à Lyon et vous êtes très nombreux derrière vos écrans. On a beaucoup de questions, on va y répondre dans un second temps. Et on ira évidemment dans une seconde table ronde sur d'autres territoires. Je vois avec nous Madame Brienne, je vois pour Saint-Omer-Flandre, Jérôme Gauze, Mouillina aussi pour le territoire d'Orly. Bref. On va voyager à travers cette problématique qui va faire le fil rouge de la journée. Sans plus attendre, alors comment ça se passe à Lyon et sur sa métropole ? Alors, donc nous, effectivement, on va essayer de vous illustrer en quelques 10 minutes ce qui se passe sur Lyon. Donc, les résultats sont ici d'une recherche qui est menée en collaboration avec ma collègue Rachel Linossier, qui est ici présente, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Lyon, la métropole de Lyon. Et puis 2 cabinets, un cabinet d'architectes qui s'appelle Patriarche, et puis un bureau d'études qui s'appelle OPO, spécialisé sur les questions industrielles. Donc Lyon, d'abord insister sur le fait qu'on est en contexte métropolitain, et donc sur cette question d'industrie et territoire, les choses se posent effectivement différemment quand on est par exemple sur des villes intermédiaires que dans un contexte métropolitain. Dans quelle mesure peut-on dire que la ville productive est une réalité sur Lyon ? Il y a 2 éléments qui plaident en faveur du réalisme et de la matérialité de la ville productive. C'est d'abord, si vous venez à Lyon, vous verrez concrètement que ces activités productives sont visibles dans l'espace urbain. Elles prennent différentes formes. Ça peut être l'atelier textile dans les quartiers centraux, ça peut être des entreprises de PTP, ça peut être de la micro-usine dans des rez-de-chaussée d'immeubles, ça peut être aussi des grands tènements industriels. C'est des paysages qui sont assez rares aujourd'hui à voir dans des métropoles, mais je vous encourage à venir notamment arpenter la première couronne de la métropole lyonnaise, et vous verrez cette diversité de paysages. Donc effectivement, ces activités productives sont visibles dans le tissu urbain. Le deuxième élément qui plaide en faveur de la réalité de cette ville productive, c'est l'énoncé par la métropole de Lyon d'une stratégie métropolitaine en faveur du maintien et du développement des activités productives. C'est une stratégie qui a été énoncée en 2016, donc il y a une longue histoire avant, mais pour ce qui nous préoccupe, voilà, dans un projet de développement économique. Ce qui est intéressant, donc ce projet il s'est construit effectivement autour de ce concept de métropole fabricante à Lyon, et cette stratégie, elle n'a jamais été remise en cause malgré le changement des exécutifs métropolitains, et notamment l'arrivée dernièrement des écologistes à la tête de la métropole de Lyon. Et donc, cette stratégie, elle vise à conserver
finalement ces activités productives qui sont présentes dans le tissu urbain lyonnais, mais aussi de renouveler face aux enjeux de transition écologique, énergétique, numérique. Et donc, cette stratégie métropolitaine, elle passe notamment, mais pas seulement, par la mobilisation des outils de l'aménagement, que ce soit l'urbanisme réglementaire, l'urbanisme opérationnel, l'action foncière. Et ça vise à décliner finalement ce projet de stratégie de métropole fabricante en faisant émerger au sein de la métropole de Lyon, à la fois à différentes échelles, des territoires fabricants, des quartiers fabricants, des rez-de-chaussée fabricants. Donc voilà, ça c'est l'aspect positif et c'est lié à la longue histoire industrielle de la métropole lyonnaise qui explique aussi cela. Pour autant, il y a aussi également des limites, et c'est tout l'intérêt d'avoir des journées d'études organisées là-dessus. La principale, une des premières limites, c'est la disponibilité et le prix du foncier. Donc le foncier, effectivement, vous l'imaginez bien, en contexte métropolitain est particulièrement rare. Il y a une forte concurrence aussi entre ces activités productives et puis le logement et le tertiaire. Donc il faut arriver à faire de la place aussi à ces activités-là. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de faire notamment des programmes immobiliers avec des prix de sortie qui permettent effectivement à ces entreprises de pouvoir s'implanter et se développer en contexte métropolitain. Or là, la rencontre entre l'offre et la demande ne se fait pas forcément. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, qui est peut-être plus complexe, c'est la cohérence, le problème de la cohérence entre les politiques urbaines. Comme tout territoire métropolitain, on a des politiques urbaines, notamment des politiques de mobilité et des politiques d'aménagement urbain, dont les premiers destinataires restent les habitants. Ce qui est logique, ce qui va de soi. Les politiques de mobilité, effectivement, on favorise les mobilités douces, comme le disait Flavie. On fait les pistes cyclables, des éléments comme ça. Et c'est souhaitable, effectivement. En même temps, on rentre ici en contradiction avec les politiques de développement économique, et notamment les besoins des entreprises qui, à un moment, ont besoin d'avoir des flux de marchandises, du transport de marchandises, et c'est quelle place, et aujourd'hui ça reste un impensé, quelle place on fait à cette circulation des marchandises au sein des villes. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on rêve de politiques de mixité, où on arrive effectivement à faire cohabiter ces activités productives avec du résidentiel à proximité. Et là, on voit, en allant questionner notamment les acteurs locaux, les entreprises, que finalement, cette mixité, elle n'est pas forcément désirée, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui voisinent côte à côte, mais il n'y a pas forcément cette volonté d'ouverture vers la ville, de la part notamment des entreprises, voilà, parce que pour des raisons qui peuvent se comprendre aussi. Mais donc, voilà, il y a ces contradictions entre politiques urbaines qui restent encore à résoudre. On reviendra vers vous, évidemment, Patricia, parce que dans la préparation de cette table ronde, et d'ailleurs vous soulevez un sujet assez intéressant qui interpelle même le titre, c'est-à-dire la ville productive, rêve ou réalité. Le rêve de qui ? Le rêve de la collectivité, le rêve de l'entreprise, la réalité de la collectivité ou de l'élu. Et quelquefois, on peut avoir dans les plus grandes caricatures imaginé cette idée d'une usine dans la ville avec des mouvements emploi, domicile réduits à portions congrues, avec une usine qui ne connaît pas la logistique, ne connaît pas le bruit, ne connaît pas les mauvaises odeurs, etc. Et puis la réalité des uns, illusion des autres, et rêve des uns, cauchemar de certains. Et en même temps, dans la préparation de cette table ronde, deux
de limites, quelquefois le modèle économique, comment faire tourner les choses, que ce soit sur les problématiques de foncier, mais pas que, problèmes économiques sur le chapelet productif, on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi ou même en fin de matinée, et puis la coordination des politiques urbaines. Énormément de concentration d'attention là-dessus. Pour nous aider à y répondre et retrouver le fil du récit de cette table ronde, évidemment, Annette Groux, que j'ai présenté précédemment, et Christine Lifog, avec cette approche qui a été la vôtre, évidemment, sur Lille et Bruxelles, et avec peut-être une attention plus particulière ce matin sur, justement, les deux contraintes, avec une spécialité, puisque vous travaillez ensemble et que vous travaillez ensemble et que vous êtes répartis, semble-t-il, y compris dans vos travaux de recherche, une dimension plus urbaine, les opportunités et les limites pour l'une, les limites et les modèles économiques pour l'autre. Là aussi, dans une certaine mesure, on commence évidemment par les limites avec vous, Annette. C'est bien ça. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, je commence par les questions économiques et ma collègue Annette Groux parlera plus du volet urbain. Alors pourquoi Lille-Bruxelles? Parce que ce sont deux villes qui ont une tradition industrielle et qui ont connu une très forte désindustrialisation et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point commun. Et nous avons fait un atelier qui s'intitulait « Quelles sont les représentations des différents acteurs de l'économie, de l'urbanisme, de l'aménagement, etc. » par rapport à cette question de ville productive et surtout d'activité productive. Alors voilà un peu la synthèse de ce qui s'est dégagé de cet atelier. Évidemment, il y a une première approche que vous avez entendue notamment par Flavie et un peu avec Patricia, c'est l'entrée par les nomenclatures. On liste les activités, quelles sont celles qui sont, oui ou non, les activités dites productives. Et là, il est apparu qu'il ne fallait pas vraiment parler de nature de ces productions, puisque souvent, le volet production est associé avec une partie de services pour pouvoir être efficace. Et donc, il valait plutôt mieux parler d'outils de production, c'est-à-dire finalement ce qui n'est pas du bureau, qui nécessite des camionnettes, des machines, des structures spécifiques dans les bâtiments pour pouvoir faire ces métiers. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est une entrée par les chaînes de valeur. C'est-à-dire que la mondialisation fait que les chaînes de valeur, la production d'une voiture, la production d'un iPhone, d'un smartphone, etc., se répartissent à l'échelle du monde entier. Et donc, comment faire pour relocaliser une partie, du moins, de ces chaînes de valeur? Et donc, du coup, comment mesurer ce mouvement de relocalisation éventuel? Et il s'est avéré qu'il était très complexe de mesurer ces chaînes de valeur. D'une part, il existe un outil qui a été développé par Dunkerque et qui est en cours d'expérimentation sur l'île et qui s'appelle la toile industrielle, qui essaie justement de retracer les interrelations entre les entreprises, les services, les différents fournisseurs, clients-fournisseurs, biens intermédiaires, etc. Mais c'est très complexe. Et une troisième entrée, en fait, qui est privilégiée par les acteurs, surtout de Bruxelles, c'est l'entrée par l'immobilier et le foncier. Par exemple, à Bruxelles, l'opérateur qui s'appelle CityDev construit des modules de production qui peuvent aller de 500 m², 250 m², mais aussi descendre à 75 m² pour répondre à une demande très importante et des artisans notamment, ou bien pour répondre à des demandes d'extension, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'attirer dans le tissu urbain des nouvelles activités, mais simplement déjà de maintenir, comme disait déjà Flavie ou Patricia, de maintenir ces activités et de répondre finalement à des besoins économiques qui demandent des délocalisations à l'intérieur même de l'agglomération. Et donc, CityDev propose plusieurs formules, genre parc de PME, genre mixité verticale avec un rez-de-chaussée productif, ou mixité horizontale à l'échelle d'un quartier où on mélange ces activités productives avec du logement. Le tout étant d'éviter une résidentialisation exagérée des villes, comme on le voit beaucoup maintenant. Et donc, CityDev a un portefeuille de foncier immobilier pour y répondre. Une autre entrée, c'est l'entrée par les référentiels, justement le fameux rêve.
qu'est-ce que les acteurs ou les élus entendent par ville productive? Est-ce qu'on veut attirer des activités ou les garder, et pourquoi celles-ci plutôt que d'autres? Donc le premier modèle, c'était le modèle de l'économie circulaire, dont on a déjà entendu parler. Et par exemple, à Bruxelles se pose le problème de, finalement, beaucoup de brasseries artisanales veulent ouvrir, et donc c'est beaucoup plus compliqué pour dire oui à des entreprises qui font de l'éco-construction. Et entre le moment où on imagine le modèle et le moment où on sort le bâtiment, eh bien, l'activité d'éco-construction n'est plus forcément d'actualité. Le deuxième modèle, c'est la ville des makers, dont on a beaucoup parlé dans les médias, où on peut y ajouter les néo-artisans, les artisans d'art. Alors là, sur un autre projet, on a fait une enquête sur 143 Fab Labs qui nous ont répondu. Et ils ont tous répondu dans le même sens, à quelques exceptions près. Ils ne sont pas prêts à faire de la production. Eux, c'est du prototypage, voire de la formation, mais ils ne sont absolument pas prêts, pour des raisons diverses, à en faire. Par contre, il y a un modèle de production distribuée qui consisterait à passer des commandes sur une plateforme numérique et puis après à délocaliser dans les quartiers, dans les fermes d'imprimantes 3D, la réalisation de ces objets, pièces de rechange ou autres. Mais j'ai trouvé qu'une seule entreprise qui fait ça en France pour le moment. Le troisième modèle, c'est du côté des collègues belges, ils appellent ça la Foundational Economy. Ça vient d'Angleterre, qui consisterait justement plutôt à viser le bien-être des citoyens et assurer leur sécurité en matière d'approvisionnement. Le quatrième modèle, c'est l'industrie 4.0. Là aussi, on en parle beaucoup. Mais compte tenu du volet très capitalistique et technologique de ce type d'entreprise, je me pose la question de savoir si c'est vraiment possible d'éclater ça en petites unités, comme on dit régulièrement dans la littérature. Et le dernier modèle, qui a la préférence des débats sur l'île et Bruxelles, c'est l'économie dite des proximités. Je précise ça pour ceux qui seraient économistes et qui connaîtraient l'école de la proximité. Donc, il y a encore un flou sur cette notion, mais l'idée, c'est justement de raccourcir les circuits, de faire du local, production locale, consommation locale, financement local éventuellement, et donc de travailler sur ces interdépendances, clients, fournisseurs, consommateurs, en local. Voilà, donc je vais passer la parole à ma collègue. Alors, du côté entreprise, on aura l'occasion aussi d'y revenir par la suite sur mais y compris et surtout aussi avec Olivier Luanzi, sur l'évolution aussi du modèle industriel, de la firme industrielle aujourd'hui, et ce que cela implique. Mais c'est très bien, voilà. Je savais que dans la préparation, c'était des choses qui étaient prévues. Je rappelle à ceux qui sont derrière leur écran, le petit onglet QR, ça veut dire questions-réponses, ou dans le conversé, vous posez vos questions, on les récupère ici, j'en ai déjà plusieurs dizaines, donc on n'aura pas l'occasion de toutes les poser, donc je les regrouperai par grand thème. Allons-y. Merci. Alors pour continuer les propos sur les territoires de Lille et de Bruxelles, moi je vais avoir plus une approche sur les questions urbaines. Donc un autre des ateliers que l'on a pu mené, donc qui s'est tenu à Bruxelles d'ailleurs au mois de juin, c'était les questions de planification urbaine. Et donc je vais revenir un peu sur ces éléments-là. Peut-être sur ces deux territoires industriels, effectivement on est sur des territoires qui ont un foncier industriel historique, la plupart du temps obsolète, et on a donc des politiques de renouvellement urbain qui datent déjà d'à peu près une quarantaine d'années, et donc on a aussi une certaine pratique de ce renouvellement urbain. Par contre, et là je rebondis sur des propos qui ont déjà été tenus par mes collègues, cette question de la concurrence entre les usages et notamment avec l'habitat. Et là, on va voir qu'en fait, entre Bruxelles et Lille, les questions de mixité fonctionnelle ne se regardent pas forcément par la même focale. En tout cas, c'est vrai que ces politiques de l'habitat sont menées depuis un certain temps. Sur Lille, effectivement, depuis que la métropole de Lille a pris la compétence habitat, on a des programmes locaux de l'habitat, donc des outils de planification construits qui vont jusqu'à faire de la programmation en matière d'habitat, ville par ville, quartier par quartier,
et donc qui sont très opérationnels avec des engagements très formels, financiers, des engagements de moyens de la part de la métropole et donc des institutions pour produire du logement. Production du logement qui est beaucoup plus standardisée que celle de l'économie, on en a un petit peu parlé. On n'est pas du tout sur les mêmes types d'immobilier et le type de conception de projets immobiliers. Et donc, voilà, des politiques de l'habitat qui sont déjà formellement très fouillées depuis plusieurs années et qui prennent du terrain. Savoir que sur la métropole de Lille, il faut construire 6200 logements par an. Donc il faut trouver ce foncier pour construire ce logement et effectivement aussi en renouvellement urbain et effectivement plus en extension. Sur Bruxelles Capitale est une région qui est très contrainte foncièrement puisque quasiment toute la surface de Bruxelles Capitale est construite. Donc c'est encore plus contraint que sur l'île. Ils ont en 2013, dans le cadre de leur PRAS, donc c'est le plan régional d'affectation des sols, sorti un PRAS démographique parce qu'effectivement Bruxelles avait besoin d'attirer de nouveau de la population, mais aussi des besoins en logement. Donc cette question du logement, des politiques du logement est très importante pour regarder cette réalité aujourd'hui qui est celle des politiques de développement économique ou d'aménagement économique. Et donc, du coup, en matière de planification, c'est vrai qu'on était un petit peu dans le déni par rapport à cette question économique. Les choses changent aujourd'hui et donc les deux territoires, Lille-Bruxelles, commencent à travailler dans le cadre de leur planification sur des zonages plus mixtes. Et donc, Bruxelles, depuis effectivement 2013, je pense aussi à ce qu'on appelle les EMU, donc les zones d'entreprise en milieu urbain, mais qui à l'époque ont été faites pour, dans des anciens tissus industriels, faire revenir de l'habitat. Donc vous voyez l'entrée encore, cette concurrence très forte avec l'habitat. Alors sur l'île, il y a une démarche qui est justement très actuelle puisqu'on est dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, donc la troisième mouture du PLU, avec une réflexion sur des servitudes de mixité fonctionnelle qui imposerait à chaque projet de construction d'habitat de plus de 3000 m², 8 à 10% d'activité économique. Alors là où se heurte un peu ce dispositif, c'est les destinations des constructions qui sont imposées par le Code de l'urbanisme et qui sont très formalisées. Et donc il y a une réflexion à ce sujet aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on entend par activité économique. Est-ce que activité économique, ça veut dire juste le rez-de-chaussée d'immeuble qui est dédié à du commerce, par exemple? Ça peut être éventuellement ça. Et surtout, l'idée, c'est que, de la part de la métropole, c'est que ce ne soit pas uniquement du bureau, par exemple. Et donc, et que vraiment on puisse intégrer de l'activité productive, artisanale et petite industrie, etc. Alors, donc bon, sur le principe, on voit bien que là, sur le côté rêve, on voit bien que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Après, dans la pratique, les choses sont plus complexes, et notamment dans l'acceptation de ce type de servitude. Là, on démarre une petite concertation avec le local, avec les communes. Vous voyez dans la presse tous les jours, la commune, un tel qui doit délibérer sur le PLU 3 et qui dit mais c'est quoi cette servitude de mixité fonctionnelle? On ne veut pas qu'il y ait de l'industrie qui revienne dans nos communes, en rez-de-chaussée de bâtiments. Donc on s'aperçoit que là, il y a un problème de pédagogie aussi au niveau du local et même des élus. Je ne parle pas uniquement des habitants, mais aussi effectivement des habitants. On le voit, un problème, on a déjà vu de gouvernance entre les différentes politiques publiques, et là notamment entre l'habitat et l'économie. Et juste avant l'été, il y a eu une réunion de concertation avec tous les promoteurs de la place lilloise, les promoteurs d'habitat, pour expliquer cette servitude de mixité fonctionnelle. Sur le coup, ils n'ont pas du tout été choqués parce qu'ils se sont dit, bon, nous, faire un petit peu de commerce en bas ou faire du bureau, c'est pas un problème, on sait faire. Sauf quand on leur dit, mais non, c'est pas ça, il faut aussi que vous intégriez des activités productives, soit plus nord de l'artisanat ou de la petite industrie, ben là, ils ne savent pas faire, en fait. Ils ne savent pas faire. Donc, ça renvoie à des questions aussi de compétences, d'ingénierie. On l'a vu à différents... Donc, cette question d'ingénierie, elle est, comme le disait Flavie, à plusieurs niveaux, parce que c'est comment on fait du renouvellement urbain,
comment, avec quels moyens financiers, les coûts, l'intervention sur des sols pollués, sur des bâtiments amiantés, etc. Mais il y a aussi l'ingénierie sur la production nouvelle. Cette proposition de mixité fonctionnelle, parce qu'il y a eu... Je le prends tout de suite parce qu'on a énormément de questions là-dessus. Vous avez réveillé quelque chose, donc j'en pose une. Et on va arriver vers vous tout de suite après, Olivier. Mais quels sont les autres exemples de ce type? Où est-ce qu'une collectivité dit bon, bah, vous allez construire tant de mètres carrés, je veux que vous soyez capable d'avoir 10% du droit à construire qui soit dédié à de l'industrie manufacturière. Enfin, d'où ça vient et sur quelle légitimité ça repose? Alors d'où ça vient? Ça vient des servitudes de mixité en matière de logement qui existent dans les PLU depuis un certain temps. Donc c'est voilà, l'idée d'imposer une mixité fonctionnelle et une mixité... Là, c'était pour le logement social, pour obliger effectivement les collectivités et les promoteurs à faire du logement social. Après, d'un point de vue économique, je pense que sur Lyon, il y a peut-être des initiatives. Patricia, je ne sais pas, voilà, peut-être Patricia pourra y répondre. Donc la métropole de Lille a fait un petit benchmark sur cette question-là. Alors nous, le programme n'est pas terminé, donc on est en train de travailler sur ces questions-là. On a un atelier avec des étudiants sur ce sujet-là aussi qui démarre maintenant. Donc ce sont effectivement des choses qu'on va investiguer un peu plus là dans l'année à venir. Mais effectivement, ça pose un tas de soucis. Et puis je pense aussi, ça renvoie vraiment à la question de quoi on parle quand on parle d'activité productive, parce que les élus, quand on leur parle de ce type de servitude, effectivement, ils ne savent pas de quoi on parle, ils ne savent pas quel type... Alors du coup, il y a aussi à montrer, voilà, à voir comment on peut faire. Alors c'est vrai que là, du coup, Bruxelles est un peu plus avancée que nous sur l'île, sur la concrétisation de la mixité fonctionnelle. Donc il y a des opérations, notamment de CityDev, comme disait Christine, qui ont fait ce travail-là. Et donc on a un atelier qui est prévu au printemps de cette année à Bruxelles, justement pour aller donc discuter de cette question de l'insertion de ces activités à l'échelle de l'opération immobilière, etc. Et parce qu'effectivement, c'est la gestion des flux, c'est la gestion des risques, la gestion du bruit. Par exemple, sur Bruxelles, dans ces zones mixtes, vous avez des obligations des grilles de décibels à respecter le lundi, le mardi, le dimanche, le soir, le matin, la nuit. Donc, en fait, il y a une certaine finesse dans l'approche qui est à opérer, en fait. Et pour l'instant, c'est vrai que sur l'île, la question, c'est de se dire il faudrait aussi faire évoluer le code de l'urbanisme sur les questions des destinations possibles pour ce type de mixité. Et donc, on en revient toujours à la question de qu'est-ce qui est acceptable dans le tissu urbain dense aujourd'hui, tout en sachant que nous, on a quand même un historique de cette mixité fonctionnelle depuis le 19e siècle. Cette mixité fonctionnelle existe et elle parfois pose pas du tout de problème. Donc c'est aussi peut-être prendre l'initiative de certaines opérations existantes et qui sont dans le tissu. Merci à vous. On va revenir à ce sujet. On va s'orienter là en votre direction, Olivier Luanzi. Vous êtes associé à PwC, senior fellow de l'ESCP. Vous accompagnez un certain nombre d'opérateurs dans ces stratégies d'installation, de localisation, de réindustrialisation, de choix de sites. Je retiens dans la préparation de cette table ronde deux termes qui ont émergé de nos échanges collectifs et qui venaient de vous plus particulièrement. Au-delà des contraintes qui sont ici signalées, des solutions et des stratégies qui sont développées par les uns et les autres, là on a beaucoup cité celle des collectivités, peut-être avec vous plus celle des entreprises aussi, la nécessité d'avoir la grille de lecture globale. Et puis, vous nous avez parlé aussi de quelque chose qui, je trouve, parle à tout le monde, réconcilie peut-être aussi ce qu'est le matériau de recherche du chercheur et ce qu'est la nécessité d'avoir quelques leviers d'analyse pratique, les 3 F et les 2 A. J'en dis pas plus. En tout cas, j'ai retenu la leçon. Olivier Luanzi, nous vous écoutons attentivement.
Oui, merci bien. Alors effectivement, actuellement, je travaille chez PwC et on accompagne des industriels. J'ai aussi une vie d'industriel auparavant. J'ai passé 10 ans chez Saint-Gobain et j'ai quelques cas concrets que j'ai eu à gérer. Par exemple, une usine de verre à Séville qui a été complètement enchâssée dans le développement urbain et qui était devenue, je dirais, une verrue, certes urbanistique, mais également en termes de tension entre les gens et l'industriel. Il m'est arrivé aussi d'animer un groupe de travail toujours pour Saint-Gobain à la lumière de ce qu'on avait fait pour se poser la question d'où est-ce qu'on poserait nos futurs sites industriels. Alors on est plutôt sur la grosse usine classique et c'est peut-être un modèle qui est en train d'évoluer. Voilà, quelques exemples aussi de vécu direct en tant qu'industriel. Juste pour resituer, je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de recul et se poser la question de notre débat, dans quel contexte il se passe. Il y a il y a un certain nombre de continuités, il y a un certain nombre de ruptures. La première rupture, c'est que le fait productif est redevenu un des objets du débat public, de la politique publique. On l'avait écarté pendant 40 ans, elle revient au centre. Et donc ça, c'est à mon avis un des premiers éléments. Le deuxième, qui est concomitant, mais qui n'est pas la conséquence l'un de l'autre, c'est que les modes d'organisation de l'usine, du lieu productif, sont en train de se diversifier de manière fantastique. Le modèle qu'on a un peu unique de l'usine est mort. Il est mort en même temps que le modèle fordien d'organisation du travail. On recherche encore, Thierry pourrait en parler longuement, les nouveaux modèles d'organisation au sein des entreprises ou des lieux productifs. On n'a pas trouvé le substitut. Je pense qu'il n'y aura pas un substitut, il y en aura plusieurs. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que le fait industriel, l'usine, la fabrique, est en train de se démultiplier en taille, de la gigafactory à la microfactory, et que ça, c'est un élément, je dirais, d'organisation productive qu'il faut prendre en compte. Alors, il faut faire attention parce que dans cette démultiplication, il y a des mythes qui sont en train de s'installer, où il y a des superbes idées qui ne trouvent pas leur marché ou leur réalité. La micro-usine qui est derrière le magasin de distribution, on pense par exemple au modèle cosmétique où il y aura une micro-usine derrière le magasin qui permettrait de fabriquer la crème, de choisir le pot, de mettre éventuellement le nom du client ou de la cliente dessus. C'est des modèles qu'on a rêvés, qui n'ont pas tellement de réalité pour l'instant. De même que la production distribuée qui a été évoquée, c'est un modèle qu'on explore. Je n'en ai pas encore vu la réalité. Peut-être demain. Mais dans cette explosion du lieu productif, voilà, on est en train d'explorer des choses et il y a des choses qui vont fonctionner et il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Il faut y être attentif. Je réouvre mes notes. Autre élément qui nous saute au visage, c'est le phénomène, alors je vais appeler ça start-up, c'est la distribution, avec le modèle, je dirais, très, très proche de la recherche. Il y a toujours eu de la recherche et de l'innovation dans l'industrie, elle prend plusieurs formes, il n'y a pas que l'innovation fondamentale technologique, mais celle-ci prend un rôle particulier aujourd'hui. Et elle a une conséquence quant à l'organisation de l'industrie, c'est qu'elle oblige de s'organiser plus proche des centres de recherche qu'elle ne le faisait auparavant. Il y a un cycle, travaux de R&D dans un laboratoire, création d'une start-up qui doit être à proximité pour plein de raisons d'efficacité, de transfert, de savoir-faire, et puis création de la première usine qui a également la même contrainte géographique. Sur un cas particulier, ce n'est pas une étude générale, donc il faut être prudent pour utiliser ces chiffres, mais nous avons chiffré sur un cas particulier de biotech que le risque de rater le démarrage de la première usine à cause de la distance, de la difficulté de faire passer le savoir-faire entre la start-up labo et puis la première usine, et le gain qu'on pouvait attendre d'optimiser tous les coûts de facteurs, y compris l'énergie, le travail, était de 1 à 10. C'est-à-dire, il y a 10 fois plus de risques à rater un ramp-up d'une usine d'innovation technologique que de gains à la localiser en optimisant les facteurs et éventuellement loin du centre de recherche. Donc cette pression, encore une fois, c'est un cas particulier qui mériterait d'être généralisé, mais la pression de la proximité des premières usines d'innovation fondamentale technologique avec les centres de recherche et donc avec un fait métropolitain est sans doute quelque chose de nouveau et structurant pour à peu près, à mon avis, la moitié du développement de l'industrie de demain. Après, il y a des continuités.
première continuité, c'est que les échelles de temps entre le développement d'une ville ou du logement ou de l'urbanisme et de l'industrie ne sont pas les mêmes. Le premier hiatus, c'est un chef d'entreprise qui décide d'implanter une usine et sur un cycle où il aimerait bien démarrer entre 10 et 15 mois après qu'il ait choisi son site. Ce n'est pas tout à fait compatible avec nos procédures actuelles, ce qui demande de les anticiper, j'y reviendrai. Mais réciproquement, quand vous faites une usine, et notamment sur des process un peu lourds à processus continu, vous êtes là pour 20 ans, 40 ans, 50 ans. Je vais reprendre l'exemple, il est un peu extrême, hein, mais du four de verre de Saint-Gobain. Un four de verre de Saint-Gobain, quand vous construisez l'usine, les 20 premières années, c'est faiblement rentable. Ça commence à être rentable les 20 années suivantes parce que vous déconstruisez le four et vous le reconstruisez. Il est usé au bout de 20 ans, mais toute l'infrastructure qui est autour a déjà été payée. Donc, si vous prenez une usine comme celle-là, encore une fois, on est plutôt dans l'industrie lourde, l'échelle de temps minimale, c'est 50 ans. Là, on a un hiatus inverse, c'est que 50 ans par rapport à des phénomènes d'étalement urbain et de planification urbaine, alors je ne suis peut-être pas un spécialiste, mais ça me semble être une échelle de temps très longue. Voilà. Donc il y a deux hiatus, celui de la décision et pour l'industrie lourde, celui de la perspective temporelle pour trouver les rentabilités. Ce qui n'a pas changé, c'est la nuisance. L'industrie, ça reste transformer de la matière, le plus souvent avec de l'énergie et plein d'autres technologies. On peut essayer de réduire les nuisances, il y en aura toujours. La minimale, elle a été citée, hein, c'est que c'est de la matière, il faut la transporter, il faut la faire rentrer, il faut la faire sortir. Il y a des transports, il y a des contraintes, après il peut y en avoir d'autres. Autre élément de continuité, c'est la compacification et la densification de l'industrie. L'industrie est en recherche continue de productivité, et donc les lieux productifs par rapport à une unité de création de valeur ont toujours été de plus denses qu'avant. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître s'accélérer, mais c'est quand même une continuité. Et puis je terminerai sur la continuité, sur les conflits d'usage et la pression réglementaire qui a toujours existé. Alors maintenant, dans ce contexte-là, on voit une chaîne de productivité, d'outils productifs qui est en train de s'enrichir. Il y a le prototypage, on a parlé du Fab Lab, assez compatible avec le phénomène urbain. Il y a sans doute la première ligne de production ou la ligne prototype. Vous avez votre objet industriel, vous voulez tester la capacité de l'industrialiser. Là, il y a des tentatives de le faire en milieu urbain, on en parlera avec Kickmaker et d'autres. C'est sans doute un espace qu'il faut explorer. Et après, il y a les premières usines. Et là, on commence à rentrer dans des lieux où le choix n'est pas évident par rapport à la centralité urbaine, où est-ce qu'il faut avoir des zones d'activité dédiées complètement ou pas. Et puis quand on passe après aux grandes échelles, on retombe quand même sur un classique. Encore une fois, je ne conseillerais à personne de mettre un float de Saint-Gobain proche d'une métropole qui risque de s'agrandir. Ça se terminerait mal ou ça s'est terminé mal en général. Voilà. Donc sur toute cette échelle-là, et la grille de lecture que je propose, et j'en finis là-dessus, elle est assez simple. En fait, il y a 4 ou 5 questions que se posent, après on peut raffiner, hein, ça se décline dans des cahiers des charges qui peut avoir 20 ou 30 points, mais il y a 4 ou 5 questions que se pose le responsable du projet. Alors, je vais mettre de côté le contexte actuel avec le prix de l'énergie, parce que c'est une obsession qui va rester forte pendant quelques années. Mais le premier point, c'est le financement. Alors, le financement, ce n'est pas toujours du haut de bilan, ça peut aussi trouver un marché. Une ville, c'est un lieu de consommation. Alors, il y a la consommation privée, il y a la commande publique aussi. Encore une fois, c'est un levier de choix, de localisation. Le marché est également la commande publique. Le deuxième, on en a beaucoup parlé, c'est la disponibilité du foncier. C'est l'objet central, mais ce n'est pas le seul, encore une fois, dans le choix du chef d'entreprise. Ce n'est pas l'unique. Enfin, voilà, il faut le pondérer. Avec le point essentiel qui est le délai et les services qui vont autour. Troisième critère, ce que j'appelle la formation pour faire les 3 F, c'est la disponibilité d'un bassin d'emploi et de compétences. Absolument essentiel, surtout aujourd'hui. Et c'est sans doute même le premier critère aujourd'hui. J'ai entendu parler du prix de foncier. C'est moins un critère bloquant aujourd'hui que de trouver les bonnes compétences à proximité qu'on pourra recruter.
Les chefs d'entreprise, je ne dirais pas qu'ils sont indifférents au prix du foncier, mais c'est vraiment aujourd'hui plus le critère principal. Et puis deux autres qui sont plus soft, si vous me permettez le mot, l'acceptabilité du fait industriel au sein d'un tissu. Encore aujourd'hui, on peut rêver d'industrie, mais il y a plein d'industries qui... Alors la logistique, évidemment, hein, les grands centres de logistique d'Amazon qui ont lieu qui font face à des oppositions citoyennes, mais cette opposition-là, elle reste forte, elle demande à être travaillée, sans doute en amont. Je serais aujourd'hui à conseiller à un chef d'entreprise, j'irais plutôt sur des territoires ou des villes qui ont fait ce travail en amont avec les citoyens, pas simplement sur le projet et dans la concertation formelle hein, que je vais devoir conduire, mais en amont sur quels sont les types de nuisances, avantages, inconvénients que le fait industriel peut apporter à mon territoire, à ma ville. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans le territoire d'industrie, ça n'a pas été mentionné, mais j'ai été le premier délégué au territoire d'industrie, et qui, je pense, manque aujourd'hui cette réflexion en amont, cette concertation à froid avec les habitants, les citoyens, sur le fait industriel, sur le fait productif, et avant même qu'il y ait un projet dont on dise c'est 1000 hectares, c'est 300 emplois, se poser la question. Et enfin, le dernier point, c'est l'attractivité d'un territoire, qui est un objet très global, très difficile à définir, qui va de l'offre culturelle jusqu'à la mobilité verte. Les chefs d'entreprise sont aujourd'hui extrêmement sensibles. Alors, est-ce que c'est un effet d'image? En tous les cas, c'est une réalité au fait de pouvoir proposer de la mobilité verte pour leurs salariés afin qu'ils rejoignent le site de production. Quand on est en centre-ville, je dirais c'est naturel. Quand on commence à être en périphérie, ça devient quelque chose à organiser. Il y a des dizaines de zones d'activité en France qui ne sont pas desservies par des moyens de transport en public, alors que je pense qu'il n'y a pas un seul centre commercial qui ne soit pas desservi par des moyens de transport publics. Ce qui nous interroge aussi sur la façon dont on aménage le territoire et la ville. Merci. Merci Olivier. Je vais me tourner vers nos amis de Kickmaker pour un moment très court, très court, car on a déjà dépassé le timing. Comme quoi, on a bien fait d'éviter les PowerPoint, parce que là, je pense qu'on était à l'heure du thé. Kickmaker, vous êtes une communauté qui permet l'industrialisation des idées et des produits high-tech, et vous êtes installé à Paris. Donc là, c'est la quadrature du cercle, quoi, c'est-à-dire haute valeur ajoutée, l'entreprise 4.0 et dans Paris. C'est ça, donc mon témoignage va venir compléter un peu les excellentes interventions qu'on a entendues jusque maintenant, puisque c'est le témoignage d'une entreprise qui a créé un modèle de micro-usines urbaines. Donc Kickmaker, c'est une entreprise qui a 6 ans maintenant. Moi, je suis arrivée à ses tout débuts, je l'ai vu grandir. On est désormais 230 avec 5 agences réparties en France et dans le monde. Effectivement, nous avons des activités de conception et d'industrialisation de produits high-tech pour des clients du prototype à la série. Ces produits vont concerner le médical, la nouvelle mobilité, les drones, les robots, les machines agricoles, etc. Et nous, on va les accompagner dans toutes ces étapes qui sont très compliquées pour des entrepreneurs, pour des startups. On a lancé en 2019 en fait, un concept de micro-usine urbaine qui nous venait d'idées clients qui nous ont demandé « Est-ce que vous ne pouvez pas nous dédier un espace qui nous permette d'industrialiser et de ne pas avoir à partir, par exemple, à l'étranger pour faire toutes ces activités de pré-production, donc compris entre le prototype et le transfert en usine jusqu'à la pré-série. Pourquoi ils nous ont demandé ça? D'une part, les équipes, généralement les entreprises, les startups, les centres de R&D sont situés en ville. Donc ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir accès en fait, à leur micro-usine de la manière la plus rapide qui soit. On a des clients qui viennent en vélo en fait, pour voir l'évolution de leurs produits et du développement de leurs produits. Ça comprend plusieurs avantages, notamment en termes de productivité et de compétitivité. On va pouvoir permettre de réduire le time to market, donc apporter un produit en fait plus vite sur le marché et pour ça rester compétitif. On va aussi pouvoir réduire le nombre d'itérations dans le développement produit et faciliter une meilleure communication parce que c'est vrai que quand on communique dans sa langue natale, c'est tout de même plus simple que communiquer dans une langue étrangère. Ça permet aussi de réduire les déplacements, notamment en Asie ou à l'étranger, ce qui permet d'économiser non seulement de l'énergie, mais l'énergie des équipes, et ça permet de dérisquer les risques de production.
Donc les avantages, en fait, nous, le modèle, comment fonctionne une micro-usine? Ce qu'on entend, nous, par modèle de micro-usine urbaine, on ne va pas forcément faire des produits finis, c'est-à-dire qu'on n'a pas les capacités de faire des moules ou de l'outillage industriel, mais on va faire toutes les étapes qui sont comprises entre le prototypage et le transfert en usine et qui permettent de valider tout un certain nombre de choses dans la fabrication de produits high-tech, type les modèles 3D, les pré-certifications, les certifications, la validité des outils productifs, etc. Ce modèle d'usine, en fait, va permettre, nous, on l'a intégré, donc là, on est à Paris, on est à Ballard, on n'est vraiment pas loin. Donc, ce qui permet, on n'est pas dans le centre de Paris, donc au niveau des livraisons, comme on en parlait tout à l'heure, c'est quand même plus simple. Et ce qui permet quand même d'être proche de nos équipes et d'être proche aussi des partenaires industriels. Donc, on va faire appel à tout un tas de partenaires, que ce soit des prototypistes, des moulistes, des plasturgistes, etc., pour pouvoir industrialiser ces produits, jusqu'à ensuite délocaliser plus dans les bassins industriels historiques. On va pouvoir développer, en fait, l'avantage pour le client, c'est que nous, on va co-développer avec lui son produit. Donc, il va avoir en main après toutes les ressources nécessaires, en fait, pour pouvoir innover, parce que pendant cette phase d'industrialisation, il y a tout un tas d'innovations qui est créée et dont on a tout intérêt à garder la main et éviter qu'elle parte à l'étranger, parce que c'est ça aussi qui va faire la grandeur de la France et qui va permettre de réindustrialiser comme on l'entend. Ensuite, ça nous permet, on a des considérations très très françaises, c'est-à-dire que nous, quand on industrialise en France, on va aussi prendre en compte des considérations de Made in France, d'éco-conception qui n'ont pas forcément, je ne vais pas m'avancer sur ça, mais qui n'ont pas forcément d'autres pays. Et nous, on va faire en sorte aussi de pouvoir trouver des partenaires industriels français, au mieux, locaux encore plus. On a des exemples. Donc comme localisé ça, en ville et localisé en termes de conception au niveau national. Un petit mot de la fin, je suis désolé. Alors, pour un mot de la fin, étant donné que mon intervention a été très très courte, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt... Voilà, il y a beaucoup de demandes vos coordonnées. Hein. Non, venez nous voir, parce qu'au final, voilà, des images valent mieux que des mots. On n'est pas loin, on est à 10 minutes en tramway. Vous allez voir ce que c'est qu'une micro-usine urbaine, comment on s'intègre dans le paysage urbain et comment on est capable, au final, d'industrialiser des produits proches des centres urbains. Et pour ceux qui sont derrière vos écrans, kickmaker.fr. Kickmaker.net. .net. D'accord. .net ou .fr, je crois qu'il y a une redirection. Ah, il y a une redirection? Moi, j'étais resté sur .fr. Et si l'industrialisation vous intéresse, c'est vrai que sur notre page LinkedIn, on a l'habitude de publier régulièrement du contenu sur comment les projets sont industrialisés, les coulisses un peu de la production. N'hésitez pas à nous... C'est vous qui avez fait aussi la petite radio là, qui est utilisée par les enfants, je crois. Oui, l'UNI, la boîte à histoire pour voilà. enfants. Et effectivement, et ça, c'est un cas intéressant de relocalisation, puisque nous, on a reconçu le produit. On ne produit pas de la même manière en Chine qu'en France. On a reconçu le produit pour qu'il puisse être produit dans des usines en France. Et c'était une histoire assez fantastique entre un industriel et une entreprise. C'est très important parce que c'est vrai que dans la préparation de la table ronde, on peut se dire l'entreprise Kickmaker dans Paris, on voit le truc un peu téléphoné. Et en fait, on voit que cette activité elle a des conséquences aussi concrètes pour d'autres territoires hors Paris, hors métropole. Alors, il y a plein de questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Priorité à la salle. S'il n'y en a pas, vu le timing, ça, allez-y. Il y a un micro qui arrive. Je compléterai la question par 1-2 interpellations. Et votre réponse sera le mot de la fin, car on a déjà dépassé de 7 minutes. Merci, oui. Et rapidement, Marie de Ketlarana, ministère de la Transition écologique, Inspection Générale. J'avais une question, une remarque par rapport à l'immobilier commercial, parce que je suis membre de la Commission nationale d'aménagement commercial. Et on voit qu'il y a là, évidemment, beaucoup de fonciers, pas du tout desservis par les transports en commun, malheureusement, dans la grande majorité, mais qui, pour certaines affectations de centres commerciaux, est en bout de course d'un modèle. Donc la question pourrait se poser d'une réutilisation par l'industrie. Je pense qu'il est important de ne pas voir seulement industrie versus logement, mais de penser aussi à cette dimension commerciale. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je voulais savoir ce que vous en pensez, puisqu'on est un peu en fin de cycle par rapport à toute cette occupation de foncier par des centres commerciaux. Merci.
Merci. Je vous propose pour chaque question, on part d'un sens et pour la question d'après, on vienne dans le sens inverse. Ça vous va? Je rappelle aussi que la semaine dernière, la ministre chargée du commerce, en partenariat avec le CNCC, a lancé un fonds, je crois, d'une plusieurs dizaines de millions d'euros visant l'accompagnement de la restructuration des zones commerciales, notamment lorsqu'on sait que 65% d'entre elles datent des années 60. Donc en effet, vis-à-vis de la ville productive, il y a beaucoup à faire et beaucoup de choses. Donc cette question des fonciers disponibles, par contre, peut-être une réaction sur ce qui a été évoqué précédemment, notamment, alors, moi je dois garder celui-là. Je vais prendre le mien alors. C'est une discussion assez... Il y a des questions. Si vous ne sentez pas de répondre à la question, d'autres peuvent y répondre, réagir à ce qui a été dit. Là, on rentre pour une quinzaine de minutes voilà, d'échange et de dialogue et d'interpellation des uns et des autres. Sentez-vous à l'aise, libre et dans le dialogue. Oui, donc alors je suis désolée, je n'aurai pas de réponse particulière sur la question commerciale. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit précédemment. Ouais, je pense qu'effectivement, on est quand même à un point de bascule sur cette rencontre entre ville et industrie. Et pour avoir réalisé ces derniers mois beaucoup d'entretiens avec les industriels, avec des chefs d'entreprise, pour avoir organisé il y a 15 jours un atelier justement avec des entreprises industrielles qui sont sur la région lyonnaise, on voit à quel point finalement ces modèles productifs sont en train de bouger et qu'il y a quand même des signaux qui sont en faveur effectivement d'un lien peut-être plus facile à opérer entre ville et industrie, et sur le fait effectivement qu'on voit éclore en fait dans les discours notamment des chefs d'entreprise, cette volonté d'avoir des modèles finalement assez orientés circuit court, où l'enjeu finalement c'est pas d'avoir un établissement et puis d'organiser des flux à côté, mais c'est plutôt de multiplier au sein de la ville plusieurs établissements et fonctionner en fait à travers des circuits courts, et sur l'intégration aussi des enjeux écologiques, aussi d'accessibilité aux salariés, tout ça dans le discours des entreprises. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur cette question et je trouve que voilà, on voit que les discours ont aussi changé et sur les façons d'envisager ces modèles-là. Mais voilà. Alors, ils évoluent, parce que ça, c'est une question qui nous vient aussi, puisque vous travaillez beaucoup sur le territoire lyonnais métropolitain. C'est l'occasion de m'arrêter avec vous sur ce sujet, et je pense que derrière aussi, on aura l'occasion d'y revenir, et on va y revenir. Mais vous dites que depuis 10 ans, les choses ont beaucoup évolué. On voit que les entreprises évoluent dans leur façon d'intégrer l'activité productive, surtout lorsque c'est une urgente nécessité d'être proche de la métropole, dans la métropole, ou en tout cas une dimension pertinente sur une ville moyenne. Mais ce à quoi on assiste, et l'emprise foncière des zones commerciales est une interpellation pertinente de ce point de vue, c'est quand même du déclassement de foncier de zones d'activité aujourd'hui, que ce soit sur la métropole lyonnaise ou que ce soit sur la métropole du Grand Paris, quand on sait que sur quelques années, ce sont plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Alors, oui. Allez. Oui, je voulais répondre justement sur cette restructuration des zones d'activité, parce que j'ai piloté une étudiante de thèse qui a travaillé, qui est Laura Adjel, sur cette question, et qui maintenant est sur Grand Est Paris. Et en fait, le problème de ces zones-là, c'est la première fois en fait que j'entends parler de mettre de l'industrie à la place des commerces. J'avoue, là, en 5 ans de suivi de Laura. Et par contre, il y a un problème majeur, c'est que la structure foncière à l'intérieur de ces zones commerciales, elle est très émiettée. Donc déjà, pour restructurer une zone commerciale de commerce vers le commerce, mais autrement, plus écologique, etc., c'est très complexe et ça demande des relations de négociation avec les métropoles, parce que là, elle a étudié surtout des métropoles. Donc voilà ce que je vous dirais essentiellement là-dessus. Et à propos des modèles, des discours qui changent, oui, bon là, je suis ravie d'entendre qu'il y a des discours qui changent, parce que le modèle de mondialisation et des chaînes de valeur à l'échelle mondiale est quand même très, très prégnant, quoi. Ça fait 40 ans qu'on nous formate
pour arriver à ce à quoi nous sommes arrivés maintenant. Donc, peut-être qu'on, dans 20 ans, on aura des industries, ou plutôt des locaux de production plus petits, à l'intérieur de tissus denses, mais pas forcément dans le centre, dans les cœurs des villes. Hein, ça peut être les faubourgs, ça suffirait déjà bien. Et pourquoi pas, après tout, il y a 20 ans, on n'imaginait peut-être pas que les hypermarchés se mettraient à ouvrir des Carrefour Market et autres formats de ce genre-là. Donc si eux, ils sont parvenus, peut-être que les industries pourraient le faire aussi. Mais les contraintes productives, les magasins, c'est quoi? Du bâtiment, de l'entrepôt et des camions, quoi. Hein. Bon, c'est pas tout à fait la même chose du point de vue technique. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que dans ces faubourgs, justement, il y a encore, notamment dans des villes qui ont eu une tradition industrielle, il existe encore pas mal d'entrepôts, de petits ateliers et autres, qui sont d'ailleurs devenus la base de la fameuse ville créative, dans lequel ces entrepôts sont des entrepôts d'artisans, des entrepôts d'artistes, etc., des friches artistiques et autres. Et donc, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'ingénierie inversée, si je puis dire? Peut-être qu'il y a peut-être trop d'entrepôts créatifs ou pour artistes et que certains, mal placés par rapport au flux des consommateurs ou des gens qui viennent voir ces productions, certains pourraient être repensés via du néo-artisan, artisanat d'art et peut-être plus industriel. Olivier, Flavie, Christine, peut-être une interpellation là, du point de vue des politiques publiques pour mesurer la nécessité des efforts à mobiliser pour passer du rêve à la réalité. Parce que si on s'arrête 2 minutes par rapport à tout ce qui est dit, on est quand même face à des situations, je parlais tout à l'heure du déclassement des mètres carrés de foncier de l'activité A. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour une collectivité, au final, de faire de l'immobilier, entre guillemets, ou en tout cas de l'aménagement productif, aujourd'hui, concrètement? La collectivité peut dire, oui, mais il faut, j'ai le ZAN, derrière il faut du parking, et puis quand on regarde aussi le chapelet des composantes de la ville productive avec les PME et PMI, il faut de la logistique, il faut... Donc, il y a peut-être la logistique, en tout cas la ville productive rêvée qui ne porte pas trop de contraintes, et puis la déconnexion aussi sur les prix de foncier. Quand on a du déclassement entre zones d'activité à résidentiel ou bureau, c'est parce que le résidentiel et le bureau produit plus. Et est-ce que là, de ce point de vue-là, avec la fin d'un certain nombre de fiscalités liées à l'activité, on ne déconnecte pas les territoires de cette nécessité, ou en tout cas de cette motivation à soutenir l'investissement productif? Alors, en effet, là-dessus, c'est dans la droite lignée des questions qui nous sont posées. On continue avec vous, Christine. Olivier, et vous aussi, comment vous le voyez, Flavie, en tant que aujourd'hui opérateur installé dans une métropole, cœur de métropole à Paris? Non. Ouais. Parce que vous dites Christine, oui. C'est moi, je n'ai pas compris. Oui, tout à fait. C'est pour moi. Ah, oui, oui. Oui, alors, un petit peu pour rebondir aussi sur les questions des zones commerciales. Hein, c'est un petit peu aussi le problème des zones d'activité qu'il faudrait aussi recomposer, hein, redensifier, et revoir un peu le modèle de l'immobilier d'entreprise dans ces zones d'aménagement. Et c'est vrai que ce monde de l'aménagement économique ou commercial sont des opérateurs particuliers. Hein. Alors nous, sur l'île, c'est le siège des Mulliers, hein, et d'Auchan, une structure qui s'appelait Imochamp, qui s'appelle Citrus maintenant, hein, qui est donc l'aménageur commercial. Noud. Non, mais Noud, c'est autre chose encore. Hein, c'est Citrus plus d'autres. Ouais. Donc c'est des compositions d'aménageurs, voilà, on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'ils recomposent un certain nombre de leurs anciennes zones de commerce, hein, mais effectivement, souvent avec un volet résidentiel, parce qu'il est plus rémunérateur. Comme ils sont propriétaires du foncier, on n'est pas forcément sur des opérations d'aménagement public. Et du coup, voilà, le côté résidentiel est plus rémunérateur. Et donc, pourtant, effectivement, ce serait très intéressant d'investiguer ces zones commerciales anciennement, même si effectivement la structure foncière est à revisiter. Voilà, pour aussi cette question de la production, l'activité productive. Mais ça nécessiterait, je pense, une intervention de la collectivité. Et alors, on en revient après à toutes ces questions de la planification qui est plutôt
on avait tendance à dire que la planification devait plus être une planification descendante, on parle de négociation, et donc je pense que là, il y a vraiment un travail de gouvernance à remettre à plat entre les institutions, leurs responsabilités en matière de planification, mais aussi la capacité à discuter avec ces opérateurs privés, que ce soit des opérateurs fonciers ou aménageurs comme Citrus, ou effectivement d'autres, enfin des entreprises elles-mêmes, quoi. Là, je crois qu'il y a, voilà, dans le monde économique, la collectivité n'a pas été, enfin, avait une vision assez libérale de cette relation avec le privé. Alors, je ne suis pas non plus pro. Voilà ce qu'on a pu faire à une époque, la municipalisation des sols, etc. Mais je pense que si on veut qu'il y ait une politique d'aménagement économique qui soit cohérente avec d'autres politiques, qu'elles soient commerciales, de logement, de déplacement, je pense que la responsabilité de la collectivité, elle est à engager, et cette gouvernance, elle est encore à construire, il me semble, et on en revient sur cette cohérence des différentes politiques publiques à mettre les unes à côté des autres. Alors justement, Annette, ça c'est quelque chose aussi qu'on va beaucoup aborder dans la deuxième table ronde, hein, avec l'ensemble des opérateurs qui, sur le territoire, œuvrent en première ligne, et donc en dialogue. Olivier, ça vous inspire quoi tout ça par rapport à ce que sont finalement le règne, quelque part, des injonctions contradictoires auxquelles, finalement, face auxquelles sont placés un certain nombre des opérateurs avec lesquels vous travaillez? Je pense qu'on est tous, je dirais, quasiment payés pour gérer des injonctions contradictoires. S'il n'y avait pas de conflit d'usage, s'il n'y avait pas de difficultés, les choses iraient toutes seules. Donc on est dans une période de bascule où elles se deviennent extrêmement visibles, perceptibles, et voilà. Mais il n'y a pas de grands changements, je pense, sur le fait qu'il faut gérer ce type de conflit. Quelques réflexions qui inspirent. Vous avez posé la question mais finalement, pourquoi est-ce qu'on revient au fait productif dans la ville? Encore une fois, le fait productif revient au centre du débat. Je parlerai plus de ce qu'on appelle les villes moyennes, définition qui, en termes académiques, est toujours débattue, mais on est dans un système où les responsables publics des villes moyennes ont collectivement ou globalement compris que s'ils n'avaient pas une création de richesse endogène sur leur territoire, leur avenir était compromis. Ils ne pourraient pas dépendre constamment des redistributions de richesses créées dans des grandes métropoles qui, elles, surferaient sur les services à haute valeur ajoutée. Et donc, le fait industriel devient un fait d'équilibre de projet de territoire. Ça, à mon avis, c'est l'origine. Pour les grandes métropoles, c'est plus compliqué. Je m'y aventurerai moins parce que je connais moins, puis il y a des spécialistes là sur la table ronde. Je pense que le phénomène d'innovation technologique de rupture qui est clé dans notre réindustrialisation, qui n'est pas tout, qui n'est que la moitié à mon avis, en faisant une grosse approximation, va créer une pression sur le sujet. Vous ne pourrez plus avoir une fonction de R&D si vous ne proposez pas dans la continuité une fonction productive à proximité. Avec tout le chaînage qu'on a évoqué, ça va du labo à la start-up, à Kickmaker, tester le processus industriel jusqu'à la première usine. Voilà. Ça, je pense que c'est une fonctionnalité qui est liée, encore une fois, en dehors d'autres paramètres, à l'évolution. Le dernier point qu'on n'a pas évoqué ici, parce qu'on a évoqué le terme de rêve, et puis vous m'y avez fait penser en évoquant les centres commerciaux. Alors c'est un point de vue personnel, mais je pense qu'ils ne sont pas d'une esthétique fantastique. Et si on veut faire revenir l'usine, le fait de fabrication dans notre société, qui l'a dénigré, qui l'a boudé, qui l'a méprisé pendant 40 ans, il faut qu'on se pose la question aussi, si on considère que c'est indispensable pour l'environnement, pour notre souveraineté, pour notre sécurité d'approvisionnement, pour notre cohésion territoriale et sociale, on parle d'enjeux de cet ordre-là, il faut qu'on se pose la question de l'esthétique du lieu de fabrication. Il y a peu de chefs d'entreprise qui en parlent. Ceux avec qui j'arrive à évoquer le sujet me disent systématiquement, du fait de la tension qu'il y a sur les compétences, je peux systématiquement justifier le fait de dépenser plus cher sur une usine, mais qui soit belle, dans laquelle il est agréable de travailler. Parce que ça participe de mon attractivité,
ça participe du fait que je serai capable d'attirer des talents. Encore une fois, c'est une minorité de personnes qui se posent la question, mais c'est une piste de réflexion du côté des industriels. Et réciproquement, je dirais, la réflexion sur l'esthétique du lieu de production vu de la collectivité territoriale, l'aménageur, c'est une question que j'ai très très peu entendue. Et je pense qu'elle est clé. Elle est clé pour l'acceptabilité du fait productif proche du centre-ville. Elle est clé aussi pour la réussite de notre réindustrialisation et du fait que notre état d'esprit, notre perception, notre imaginaire, pour prendre ce mot à propos de l'industrie, puisse évoluer. Voilà. Encore une fois, je souhaitais aborder ce sujet de l'esthétique dont on n'a pas parlé, on a surtout parlé de fonctionnalité et de contraintes fonctionnelles. Merci, merci à vous. Sur Kickmaker, on a une question qui nous revient et je m'orienterai vers vous ensuite, Flavie, parce que je vois que sur certains nombres de sujets, il y avait la volonté de réagir et on a hâte de vous entendre aussi sur beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Est-ce que chez Kickmaker, vous pourriez, parce que c'est une question qui nous est posée, nous donner un exemple de micro-usine dont vous nous avez parlé? Est-ce qu'il y a un exemple sur lequel, aujourd'hui en France, micro-usines que vous avez aidé, ou en tout cas sur lesquelles il y a eu cet accompagnement, autre que là où aujourd'hui où vous travaillez sur Paris notamment? La question, c'est donner un exemple de micro-usine, oui. Mais qu'on a développé nous. Oui. Bah, on a celle de Paris, on a celle de Nantes aussi, on a celle de Lyon. D'ailleurs, pour compléter votre propos sur le foncier disponible, nous, on remercie les collectivités qui nous ont pas mal accompagnés, notamment les collectivités de Nantes, Lyon et Paris, qui nous ont à chaque fois trouvé des locaux dans lesquels nous implanter et qui soient compatibles avec avec la production, c'est-à-dire des... Oui, mais justement, comment ça s'est passé là? C'est-à-dire, vous avez pris votre téléphone, allô, les services de l'urbanisme de la ville de Paris, on prend un café, on prend un rendez-vous Tout a commencé par une demande client ou alors la possibilité de l'implantation avec un client. Par exemple, à Nantes, on était en contact avec l'IRT Jules Verne, avec qui on a commencé à travailler, qui nous ont dit « mais venez vous installer, le bassin industriel de Nantes est assez riche, assez développé ». On a pris contact avec les mairies, avec les collectivités, on leur a dit « voilà, ça c'est notre projet ». Voilà, on l'a testé à Paris, on a des retours très positifs, on a redéveloppé un peu les liens avec les industriels locaux, aidez-nous, et ils ont été à chaque fois d'un très grand enthousiasme puisqu'ils nous ont aidés à trouver des locaux. On a parfois reçu des aides financières à l'implantation avec forcément en contrepartie... voilà, le fait de devoir faire travailler un tel nombre d'ingénieurs, d'avoir des contacts avec des industriels, mais on a été pas mal soutenus par les collectivités à ce niveau-là. Ok. Et pour les exemples de micro-usines, donc pour vous dire comment ça fonctionne, on a des agences de conception qui sont couplées à des micro-usines. Hein. Les deux fonctionnent ensemble. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure du développement d'un produit high-tech, on va avoir besoin de tout un ensemble de partenaires industriels qui vont venir nous aider et qui vont nous envoyer du matériel, par exemple de l'outillage, des produits d'injection, des coques, des cartes électroniques, tout un tas de choses. En fait, on se rend compte que aussi la France est particulièrement bien dotée en industriel et de plus en plus, puisqu'on a aussi des projets qui permettent de réinvestir dans l'industrie et qui permettent de réindustrialiser un peu et de réimplanter des activités productives. Et ces produits-là, on va être capable de les assembler dans les micro-usines pour ensuite aller jusqu'à la petite série ou à la mise en place de lignes de production, ce que les industriels ne peuvent pas forcément faire parce qu'ils sont finalement liés à un impératif de rentabilité via l'espace qu'ils utilisent. Nous, ce n'est pas le cas parce qu'on est en forfait conseil homme classique, jour homme. Donc, on a de l'espace à accorder à ces projets et on est capable de dérisquer des productions, de mettre en place des lignes et ensuite de les transmettre aux industriels pour que la production se passe le mieux possible. Merci beaucoup à vous. Je vais m'orienter tout doucement, mais sûrement vers celle qui a ouvert cette table ronde ce matin, Flavie Ferchaud, pour nous faire part des réflexions qui ont pu être les vôtres et peut-être les fragments aussi de réponses aux différentes questions et interpellations qui ont eu lieu ce matin. Et puis nous clôturerons cette première table ronde.
D'accord. Oui, je voulais peut-être juste revenir sur votre question que vous aviez tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on revient au productif en ville? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qu'on observe, c'est vraiment plusieurs éléments de contexte qui concourent à la prise en compte des activités productives en ville. Mais je crois qu'il faut qu'on rappelle quand même l'enjeu de l'emploi et de l'emploi industriel qui est quand même très important, y compris pour les métropoles. Et puis la réglementation liée au zéro artificialisation nette, oui, au ZAN, qui forcément contraint les collectivités aujourd'hui dans la création de nouvelles zones d'activité, par exemple. Donc je pense que c'est un élément d'actualité qui est très forte pour le productif. Sur la question de l'immobilier commercial, on a un exemple à Rennes, alors qui est un petit peu particulier parce que c'est au sein d'un QPV, le quartier du Blône à Rennes, qui se caractérise par la présence de plusieurs petits centres commerciaux en cœur d'îlot, des centres commerciaux qui ne fonctionnaient pas très bien. Et dans le cadre du projet de requalification du Blône, il y a un des centres commerciaux qui va être démoli pour construire une cité artisanale, donc avec une douzaine de cellules pour des artisans du bâtiment. Et on a fait plusieurs entretiens sur ce sujet-là. Ce que nous ont raconté les acteurs, c'est quand même c'était très compliqué de préserver la structure du bâtiment. Et en raison des caractéristiques particulières des cellules commerciales qui ne correspondaient pas aux besoins en fait, des artisans. Et donc c'est l'option de la démolition qui a été privilégiée, avec en attendant de l'occupation temporaire, y compris pour des artisans de la ville de Rennes qui démarraient leur activité. Donc cette cité artisanale, elle va être en cœur d'îlot dans ce quartier prioritaire. Donc elle pose aussi la question de la mixité fonctionnelle dont on a parlé plusieurs fois. Et je voudrais juste terminer pour vous parler d'un exemple qu'on a vu à Vienne, où à Vienne, on a deux usines, une biscuiterie et une brasserie, mais qui sont vraiment d'envergure importante. On n'est pas dans la micro-brasserie et la petite usine de gâteaux. C'est vraiment quelque chose d'important, avec des nuisances aussi qui sont assez fortes. Ces deux usines, elles sont intégrées aujourd'hui dans le tissu urbain, dans un tissu de faubourg, malgré les nuisances qu'elles occasionnent et dont on a pu faire l'expérience rien qu'en passant l'après-midi dans le quartier. Et ces usines, elles sont aussi des repères pour la ville. Elles œuvrent aussi au marketing urbain de la ville, quoi. Elles font aussi la promotion de la ville de Vienne. Et je pense que c'est aussi ce rapport à l'industrie, en fait, qu'on a peut-être, qui est différent selon les territoires et qui est aussi à interroger quand on parle d'acceptation sociale, par exemple. D'autant, et c'est je crois quelque chose que vous avez rappelé, on a, en citant les espaces de renouvellement urbain, des champs d'innovation ou en tout cas d'expérimentation qui sont immenses. Parce que là où on a un émiettement des propriétaires et une difficulté, comme vous l'évoquiez très précisément tout à l'heure, enfin plutôt Christine, sur l'émiettement justement des propriétaires sur les zones commerciales où c'est quand même très compliqué d'agir, etc. Sur l'ANRU, ou en tout cas sur les zones QPV, on a quelquefois des unicités de porteurs avec soit le bailleur, soit la collectivité, et même s'il reste beaucoup à faire, mais je dis ça parce que c'est quelque chose qui nous est revenu à plusieurs reprises, à 2 reprises dans les questions qui sont posées, notamment en réaction tout de suite de la question commerciale, en disant rapprocher l'emploi des quartiers, etc. etc. Alors là, dans l'exemple cité, ce n'était pas le cas. Hein. La collectivité et l'aménageur ont dû racheter une à une les cellules commerciales. Donc on n'était pas dans un porteur unique qui aurait facilité les choses. Et après, c'est un oui, là, c'était au-delà de la zone commerciale. Hein. C'était carrément sur les cadres de rénovation urbaine. Ah oui, ok. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je ne sais pas, à votre connaissance, vous avez des exemples de travail concret sur la ville productive en lien avec l'ANRU, de programmation dans le cadre du NPNRU et ce genre de choses ou pas? Oui, ça marche, excusez-moi.
Oui, on a un exemple sur le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, donc une cité de l'artisanat en lien avec la Chambre des métiers, sur une ancienne usine textile, voilà, donc c'est en cours. Voilà, c'est un exemple que voilà, j'ai comme ça. Moi, je voulais rebondir sur l'esthétique et aussi parce que voilà, nous, sur notre territoire anciennement industriel, il y a aussi la question de l'identité territoriale et donc la réutilisation aussi de patrimoine industriel qui sont de ce qu'on appelle les châteaux de l'industrie chez nous, hein, qui sont des très très beaux bâtiments et qui posent souvent des problèmes d'adaptabilité et d'adaptation à des nouveaux process. Hein, parce que ce sont des modes constructifs. Par exemple, on a le cas de la Lainière qui a eu jusqu'à 7000 salariés entre Roubaix et Waterloo, qui était un très grand bâtiment, mais avec une structure porteuse avec des poteaux fonte tous les 6 mètres et qui n'ont pas permis une réutilisation. Pour finir, le bâtiment a été démoli. Et ça aussi, les questions de changement d'usage hein, et de réglementation par rapport à des permis de construire, des questions de sécurité et des questions d'intégration de process, ça aussi c'est une difficulté quand on veut maintenir un patrimoine parce que c'est l'esthétique mais c'est aussi une identité culturelle. Donc on se heurte aussi parfois, quand on n'est pas dans la démolition, dépollution lourde, on est dans la question de la réhabilitation d'un patrimoine et c'est parfois compliqué aussi. Surtout, comme vous disiez, si le modèle change, l'image de l'ancienne industrie change, mais comment réutiliser l'ancien patrimoine pour faire de la nouvelle industrie, c'est une question. Merci. Christine ? Et justement, pour compléter dans ce patrimoine industriel, alors, ça n'a pas la qualité des châteaux de l'industrie en briques, mais un ancien entrepôt des Trois Suisses qui est actuellement, ou très récemment, reconverti, enfin pour partie. Vous connaissez forcément ici Montreuil. Eh bien, ici Montreuil, en fait, est l'opérateur qui a aidé la ville de Ouascal et les détenteurs, nous, donc, du coup, du bâtiment, ex-Trois Suisses, pour y mettre des artisans, des néo-artisans, artisans d'art, artisans... Et on salue d'ailleurs le directeur fondateur, Nicolas Barre, qui sème partout en France, en effet, Trois Suisses, et puis bâtiment patrimonial, hein, d'ailleurs, qui était... l'ancien site de mécanique de précision sur l'ensemble de l'avenue Général de Gaulle, qui relie Montreuil à Bagnolet, pour ici Montreuil. Un site passionnant, en effet. À toutes et à tous, merci. Merci beaucoup. Merci pour vos recherches. Merci pour les témoignages. Merci pour votre capacité à faire interagir le contenu de la recherche et évidemment les interpellations de ceux qui ne cherchent pas, mais qui en tout cas s'interrogent énormément et trouvent, et en tout cas cherchent des solutions à des problèmes très concrets, ce à quoi vos réflexions contribuent. Merci à Kickmaker pour ce témoignage, ce modèle aussi, loin de la caricature que certains pourraient imaginer, c'est-à-dire l'entreprise high-tech dans Paris. Non, c'est au-delà des frontières des métropoles, les conséquences de ce que vous portez. Merci, merci Olivier, merci à toutes et tous, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont posé des questions. On essaiera d'y répondre aussi en parallèle, puisque difficile, il y en a une trentaine, vous êtes plusieurs centaines à nous suivre en direct.